Élection présidentielle au Cameroun. Les Camerounais promettent d'adopter des comportements patriotiques pendant la campagne. Restauration de la forêt Guiglo en Côte d'Ivoire. Le gouverneur du district de Yamoussoukro appelle à redonner un nouveau souffle à la forêt. Puis en Turquie, 24 ouvriers ont été arrêtés. Ils dénonçaient leurs conditions de travail sur le chantier du nouvel aéroport d'Istanbul. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Cameroun, les conducteurs de taxi-moto de la ville de Douala disent non aux troubles et promettent d'adopter des comportements patriotiques pendant la campagne et l'élection présidentielle. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'administration territoriale dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Le reportage avec Narcissoum. Venus par milliers à la rencontre du ministre de l'administration territoriale au parcours Vita dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, les conducteurs de moto-taximens ont réitéré leur soutien à Paul Biya, le candidat naturel de l'Assemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Deux allocutions ont marqué ce moment d'échange entre les conducteurs de moto-taxi et le ministre de l'administration territoriale, dont celle de Willy Kenyi, porte-parole des moto-taximens de Douala. Alors, le fait d'inviter le ministre de l'administration territoriale dans la ville de Douala aujourd'hui, c'était un coup de gueule des mototaxis qui voudraient à leur niveau inviter le chef de l'État dans la ville de Douala pour le lancement de sa campagne. Et nous sommes fiers aujourd'hui parce que le ministre nous a fait honneur, il a compris les doléances des mototaxis, il est venu. Selon cet encadreur de mototaxi, la manipulation et les vendeurs d'illusions ne passeront pas par eux. Et le message que nous transmettons aujourd'hui, c'est pour dire à tous les ennemis, tous ceux qui veulent aujourd'hui déstabiliser la nation, que le Cameroun n'est pas la Libye, le Cameroun n'est pas la Centrafrique, le Cameroun c'est un pays uni et indivisible. Face à un tel engouement, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, a difficilement masqué son émotion. Vraiment, je tiens à vous dire que moi-même, je suis impressionné et je suis surpris. C'est la première fois de ma vie que je voyais plus de 30 000 conducteurs de moto-taxi réunis pour un événement. Ils ont tenu à dire que les conducteurs de moto-taxi ne vont pas être instrumentalisés. Et ceux qui pensaient qu'ils vont se servir d'eux pour perturber l'ordre public, ils se sont trompés. Avant de quitter la ville de Douala, le MINAT a visité la préfecture de Vouri et les services du gouverneur de la région du littoral où il a tenu une réunion d'évaluation sécuritaire. Et parlant toujours de l'élection présidentielle au Cameroun, Joshua Ozi, le candidat du Social-démocratique Front, a mis en garde le président sortant Paul Biya sur le déroulement de l'élection dans les bureaux de vote retenus dans la zone dite anglophone. Par ailleurs, il se donne 100 jours s'il est élu président au lendemain du 7 octobre prochain pour que les troubles dans les régions du nord et sud-ouest ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Le point avec Narcissoum. C'est dans le but de donner son point de vue sur les grandes questions d'actualité nationale, notamment la présidentielle du 7 octobre prochain dans les zones dites anglophones et les stratégies à mettre sur pied par le Social-démocratique Front pour se déployer sur le terrain, que Joshua aussi a organisé une conférence de presse dans son quartier général, 6 à Douala 1er, lieu dit Bonadibon. Ce moment d'échange plutôt convivial a été l'occasion pour les hommes des médias qui ont répondu en grand nombre à l'invitation de SDF de questionner le candidat Joshua aussi sur plusieurs sujets d'actualité. Sur la question de la délocalisation des bureaux de vote dans les zones dites anglophones, le candidat de SDF est clair. Donc nous demandons à M. Biya, il a encore un jour avant le début de la campagne, de mettre fin à cette tactique qu'il est en train de mettre sur place dans le nord-ouest et le sud-ouest pour marginaliser encore plus un peuple déjà meurtri aujourd'hui par un conflit insensé. S'agissant de la situation spécifique de ces deux zones, Joshua aussi est ferme. Et si il insiste dans ce plan diabolique, il nous trouvera sur son chemin. Pour les solutions de sortie de crise dite anglophone, il fait une promesse. Président de la République, je me donne 30 jours pour faire taire les armes.
Okay, donc 30 jours pour faire taire les âmes, 100 jours pour faire désescaler, si on veut, la crise. Parlant de 15 millions de francs CFA d'avance de financement de la campagne, boycotté par d'autres candidats, Joshua aussi donne son point de vue. Absolument rien de nouveau. Je suis surpris de voir que certains ont un problème avec les montants parce que ce montant, à ma connaissance, a même été augmenté pour l'élection de 2018 par rapport à l'élection de 2011. Sur les possibilités d'une coalition avec les autres candidats dans le but d'aboutir à une candidature unique et consensuelle de l'opposition, le député candidat répond. Ce n'est pas obligatoire que quand deux candidats se mettent ensemble, ils ont forcément plus de résultats. Maintenant, j'aimerais aussi dire que le travail de mettre les candidats ensemble se passe avant le dépôt des candidatures et pas après. À 3 mois du scrutin en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé la liste définitive des candidats à la présidentielle et aux législatives du 23 décembre prochain. Après le traitement des contentieux par la Cour constitutionnelle, la CENI a retenu 21 candidats pour la présidentielle et 15 355 candidats députés au scrutin de décembre. Pour le président de la CENI, Corneille Nangaa, un pas géant vient d'être franchi. Les yeux sont donc désormais rivés vers le 23 décembre 2018, date à laquelle se tiendront les scrutins présidentiels, législatifs et provinciales. Cette étape de candidature est clôturée par la publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et législatives nationales comme prévu par le calendrier. Les listes de candidatures ou les listes des candidats aux provinciales ayant été rendues publiques le 24 août dernier. Un nouveau pas de géant vient ainsi d'être franchi et le chemin définitivement balisé en direction des élections du 23 décembre prochain. Maintenant, chers compatriotes, que nous avons fini avec l'étape des candidatures. Nous entamons la dernière ligne droite vers le 23 décembre 2018, date des élections. Il s'agit d'une date importante pour l'histoire de notre pays. Le 23 décembre se tiendront les 3 scrutins, présidentiels, législatifs national et provincial. Ils seront suivis des scrutins indirects des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs au mois de mars 2019. Aujourd'hui, 19 septembre 2018, cette étape de candidature est clôturée par la publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielles et les... En Côte d'Ivoire, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a lancé un appel aux autorités ivoiriennes pour redonner un nouveau souffle à la forêt Guiglo. C'était à l'occasion d'une journée consacrée à planter des arbres dans la forêt. Reportage Crispa Ternassemia. Il y a plus de 50 années en arrière, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, avait accompli ce geste. Et il avait appelé cet endroit la forêt du Guiglo. Plusieurs années après sa disparition, le gouverneur de la ville de Yamoussoukro et la pharmacienne Bouboutou Linda Claude Caboret tentent de donner à cette forêt un second souffle. Que le 18 octobre, désormais, soit érigé en Houphouët-Boigny Day. Il existe un Nelson Mandela Day, un Martin Luther King Day. Pourquoi pas un Houphouët-Boigny Day, qui serait le 18 octobre? Et cette décision pourrait être prise par décret présidentiel et instaurée en Côte d'Ivoire. Dans la continuité des actions de préservation de l'environnement menées par le district autonome de Yamoussoukro, le Lions Club Abidjan Océan et Yamoussoukro Bélier viennent de planter sur 2 hectares 2000 plantes de Mélina, un arbre à croissance rapide, naturellement présent en Birmanie, en Thaïlande et au Laos. D'abord, c'est un arbre à croissance rapide et robuste. On est un peu dans l'urgence, on va les voir émerger très très rapidement. Mais il a aussi des propriétés, il soigne. C'est une fierté pour moi en tant que pharmacienne, en tant que Lion, d'avoir été associée à ce projet de reboisement aux côtés du gouverneur du district de Yamoussoukro.
Et une autre valeur s'ajoute aux richesses de cette forêt qui suscite beaucoup de convoitises depuis la mort du Houphouët-Boigny en 1993. Aujourd'hui, le district autonome Yamoussoukro et quelques clubs et services comme le Lions Club s'engagent dans cette noble cause. Pérenniser les acquis du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny afin de permettre aux générations futures d'en tirer profit. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a procédé ce mercredi à la remise d'ouvrages à la police républicaine. L'ouvrage en question porte sur le code de déontologie et d'éthique de la police républicaine. Un reportage. Lors de la récente formation conjointe organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin et la police républicaine sur la déontologie et l'éthique policière, des dons de 1000 bannières sur la lutte contre la corruption au sein de la police et 1500 affiches sur le code de conduite, le code des sanctions et des valeurs fondamentales de la police républicaine avaient déjà été faits. Et la cérémonie de ce jeudi vise à offrir à la police républicaine le reste des manuels. Nous offrons le reste des documents en vue de continuer à soutenir le développement d'une culture d'intégrité durable au sein des forces de l'ordre. Le lot de documents est constitué de 1000 manuels d'instructeurs sur le cours éthique policière et déontologie, de 450 affiches supplémentaires sur le code de conduite, le code des sanctions et les valeurs fondamentales, et de 12 000 guides de poche sur l'éthique. Cette cérémonie marque en même temps la fin de la mission à l'ambassade américaine de Tania De Genova, la responsable du programme d'assistance internationale de la formation des officiers chargés de l'application de la loi. Durant les 3 années qu'elle a passées au Bénin, Tania De Genova a travaillé aux côtés de la police et de la gendarmerie qui ont fusionné pour devenir la police républicaine. En de pareilles circonstances, au regard de tout ce que vous avez fait, c'est difficile de vous dire, de vous transmettre ou de manifester toute notre reconnaissance. J'aimerais juste dire que les gens que j'ai rencontrés et avec qui j'ai travaillé, ce sont de très bons représentants du pays, de la police béninoise, et m'ont laissé les aider, les accompagner pour qu'eux-mêmes puissent renforcer leurs capacités, renforcer leur méthodologie, leur institution de la police. Pour remercier Tania De Genova pour tout le travail qu'elle a abattu, la police républicaine lui a offert des présents. Puis un tribunal turc a ordonné le placement en détention provisoire de 24 ouvriers et militants syndicaux. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation contre les conditions de travail sur le chantier du nouvel aéroport d'Istanbul. Voici les images. Des centaines d'ouvriers avaient été arrêtés au lendemain d'une manifestation sur le site du nouvel aéroport, l'un des projets gigantesques lancés sous la houlette du président Recep Tayyip Erdogan. La majeure partie d'entre eux ont été libérés depuis, mais 43 ont été présentés à un juge. Parmi eux, 24 ont été écroués et 19 placés en liberté sous contrôle judiciaire. Une arrestation jugée arbitraire par certains. Ces 24 détentions provisoires signifient une forme d'intimidation aux travailleurs qui cherchent à faire valoir leurs droits, qui dénoncent des conditions de travail illégales ou qui exercent leur droit à la grève, ce qui est pourtant inscrit dans le Code du travail. C'est le ministre du Travail qui aurait dû se déplacer sur le site du 3e aéroport. À sa place, ce sont les véhicules d'intervention, les blindés et les gendarmes qui ont mené un siège là-bas. Ils ont défoncé les portes des logements des ouvriers. On les a traités en criminels et emmenés en garde à vue. Les 24 militants sont poursuivis pour résistance à la police, atteinte aux biens publics et violation de la loi sur le rassemblement public. De nombreux ouvriers logés sur place se plaignent de leurs conditions de vie, dénonçant notamment la présence de puces et de punaises de lit, mais aussi de leurs conditions de travail avec de nombreux incidents mortels sur le chantier et des retards dans le paiement de leur salaire. En tout, 36 000 personnes sont mobilisées sur ce chantier alors que l'aéroport doit ouvrir le 29 octobre. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.